Mane erat, et volui si sola quiesceret illa visere, at in lecto cinzia sola fuit. Obstimpui, non illa mi formosior umquam visa, neque ostrina cum fuit in tunica, ibat et inc caste narratum somnia veste, ne usibi neve miinque nocitura forent. Talis visa mi somno di missa recenti. Eu quantum per se candida forma valet. Quid tu matutinus ait speculatur amice? Me similem vestris moribus esse putas? Non ego tam facilis, sat erit mi cognitus unus, vel tu, vel si quis verior esse potest. Il se trouvait que dans les camps, mon père avait appris Properce et se le récitait dans des camps très durs. Hein. Et plus tard, ce fut étonnant cette rencontre avec Brodsky qui, lui aussi, tenait Properce pour... Enfin d'ailleurs, les Girobènes, enfin je veux dire, ça on peut le lire dans son œuvre, mais pour qui Properce avait été de ceux qui lui avaient permis, si vous voulez, dans le goulag de tenir et qu'il se le récitait. Alors, c'est pas simplement cela, si vous voulez. J'avais déjà eu cette fascination pour ce poète étrange dont on disait qu'il était impossible de le traduire. Il y avait ça aussi, cette idée. Et même mon père, avant de mourir, enfin je veux dire, me disait, mais tu n'y arriveras jamais. Mais il me disait, c'est de la folie. Tu n'y arriveras pas, parce que, trouvant que, enfin, c'était très difficile de le sortir du latin, si vous voulez, que le passage en français soit, en faisait en quelque sorte, j'allais dire, une traduction, évidemment, à la manière d'eux, soit, enfin, mais d'arriver à le restituer, que je me lançais dans quelque chose dont je ne verrais pas la fin. Peut-être a-t-il eu raison. Et puis, il y a eu cette rencontre aussi avec Brodsky qui n'a pas pu faire la préface puisqu'il est mort avant, mais qui aurait dû préfacer ce livre. Ça, ce sont des raisons intimes. C'était l'aube. Je voulus voir si mon aimé dormait seul. Et Cynthia était seule dans son lit. Je demeurai saisi. Jamais plus belle elle ne m'apparut, même quand elle avait sa tunique de pourpre, et qu'à Vesta la chaste, elle sortait raconter ses rêves pour que ni à elle ni à moi il ne porte malheur. Telle, elle m'apparut, à peine sortie du sommeil. Oh! Comme est puissant l'éclat de la seule beauté. Pourquoi, me dit-elle, te fais-tu si matinale pour épier ton ami? Crois-tu que ma conduite ressemble à la tienne? Je ne suis pas si facile. Un seul amant me suffit. Toi ou un autre, s'il en est un plus sincère. Sur mon lit, tu ne vois aucune trace qu'un autre aurait laissée, ni les signes que deux amants s'y sont étendus, roulant sur eux-mêmes. Vois, de tout mon corps, nul souffle haletant n'émane qui trahit l'adultère commis. Elle dit, et de sa main qu'elle m'oppose, écarte mes baisers. Elle saute du lit, posant son pied sur sa sandale dénouée. Ainsi, moi, le gardien d'un amour si pur, je suis mis dehors. Depuis ce jour, je n'eus plus une seule nuit de bonheur. Une vie, une œuvre, Properce, une vie, un élégie. Une émission de Francesca Isidori et François Connac. Pascal Charles, on ne connaît presque rien de la vie de Properce. On a 2 dates, et elles sont même incertaines. 57 avant Jésus-Christ, sa date présumée de naissance. Oui, enfin vers 50. Vers 50 oui, et 15 avant Jésus-Christ. Alors 15 avant Jésus-Christ, oui, c'est-à-dire que on ne sait pas si c'est la date de sa mort. Ce que l'on sait, c'est qu'il disparaît en fait après. Enfin, on n'a plus de nouvelles de lui, dirons-nous. Enfin, quand je parle de cette disparition, c'est en fait plutôt celle d'un grand silence. Hein. C'est le grand silence après donc moins 16 en fait, et donc moins 15 lors de la sortie de son dernier et 4e ouvrage.
Et en revanche, on connaît son lieu de naissance. Oui, alors on connaît son lieu de naissance, tout près évidemment Assise Bébagna, c'est en Ombrie, c'est là qu'est né Properce, hein, et je dois dire que c'est assez émouvant que de se rendre sur ces lieux où on a pu trouver, enfin on ne le sait pas tout à fait, mais on pourrait presque en être sûr, de ce qu'a pu être cette maison du poète. On a retrouvé une pierre indiquant la présence d'une famille des Properci à Assise, et il y a également toute une série de choses qui nous sont dites par Properce lui-même, quand il contemple Bébagna, enfin son lieu de naissance. Donc on peut vraiment situer Properce dans cette terre d'Ombrie avec cette fascination pour les Étrusques, enfin pour l'Étrurie, et cette volonté de se sentir d'abord et avant tout, je dirais, enfin étrusque c'est un grand mot, mais proche des Grecs, proche des Étrusques, enfin s'enraciner dans quelque chose de plus ancien que même la latinité. Qualis et unde genus, qui sint mihi tulle penates quelis, pro nostra semper amicizia. Qui je suis? Quelle est ma famille? Quelles sont mes pénates? Tu me le demandes, Toulouse, au nom de notre amitié de toujours. Si Perusina tibi. Si tu connais à Pérouse les tombes de notre patrie, les deuils de l'Italie en ces temps impitoyables où la discorde romaine entraîna ses propres citoyens. Ainsi es-tu, poussière d'Étrurie, ma plus grande douleur. Tu as permis que gise abandonné le corps de mon parent, sans couvrir d'un peu de terre les os du malheureux. Proxima supposito, contingens Umbria campo. Touchant la plaine en contrebas, l'Ombrie voisine m'a engendré, féconde en grasse terre. Pascal Charvet, Properce, à l'âge de 20 ans, à peu près, il se rend à Rome. Exactement, je crois, il arrive en 31, oui, avant Jésus-Christ, l'année du triomphe d'Octave, vainqueur dans la bataille d'Actium contre Marc-Antoine. Et alors, comment on peut imaginer la vie de Properce, c'est-à-dire d'un jeune qui arrive de sa province, qui vient d'une famille noble, mais qui a perdu en grande partie ses biens, un jeune attiré par la poésie, beaucoup plus que par la gloire militaire ou par une carrière du forum. Oui. Oui, on peut imaginer, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'a pu être la vie de Properce, c'est-à-dire des allusions à un certain nombre de poètes de l'époque. Donc, il y avait des cercles, il y avait des lettrés qui se recevaient, enfin, des amoureux de poésie qui, évidemment, échangeaient leurs poèmes, les lisaient ensemble, les fameuses Recitationes, enfin, auxquelles assistaient un certain nombre, évidemment, de lettrés de l'époque. Et donc, c'est dans cette atmosphère qu'a baigné, sans aucun doute, Properce, atmosphère aussi qui se caractérise par, j'allais dire, la paix revenue, et ce moment, j'allais dire, de grande... Enfin, c'est peut-être pas simplement le mot de grande abondance, mais enfin, le moment où le plaisir, le goût du plaisir, si vous voulez, se retrouve parce qu'il y a une forme de sérénité. Enfin, c'est l'époque augustienne. Enfin, il ne faudrait pas non plus l'idéaliser totalement, mais néanmoins, c'est quand même la fin pour un temps de ces fameuses guerres civiles. Et donc, c'est cette joie, enfin, en quelque sorte, retrouvée. Donc, Properce participe à cette époque. Mais en fait, nous ne savons de ce qui s'est passé là que ce qu'il peut nous dire à travers ses élégies. Or, je pense qu'il faut, là, éviter, évidemment, toute interprétation biographique à partir de ses poèmes. Néanmoins, la vraie question qui se pose, et là je pense que Properce est peut-être à part. Il y a eu deux générations, il y a eu celle de Catulle avant, et puis il y a celle de Properce, évidemment, avec Ovide et d'autres. Hein. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que Properce n'est pas, je crois, assimilable aux autres, ce qui fait qu'il a toujours eu cette place un peu unique. On s'est souvent demandé si l'on pouvait parler d'un mouvement, parce qu'on parle des Novi Poetae, enfin on parle de ces jeunes poètes qui évidemment prônent un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les valeurs militaristes, enfin ou les valeurs, disons les fameuses valeurs d'ordre de la Rome, enfin bon. Mais je crois que, bon, bien sûr que tout cela existe, hein, mais reprenons cela avec un peu de distance. Je ne pense pas non plus qu'on puisse, comme on pourrait pas parler d'un mouvement comme d'un mouvement romantique, il ne faudrait pas imaginer cela. Parce
parce que je pense pas qu'il y ait eu une intériorisation forcément très forte, ou comme un moment surréaliste, dire qu'il y a eu à ce moment-là, même s'il y a eu tous les éléments qui permettraient de le penser. Il y avait aussi une forme de jeu plus importante peut-être chez les Romains. Mais néanmoins, chez Properce, je ferai une exception, et je dis ça c'est parce que c'est à force de l'avoir traduit, afin d'essayer d'entendre, ça j'en reparlerai tout à l'heure, tout devient différent lorsqu'on cherche quelle est la parole. Là, je serais très méchonicien, je dirais par là qu'il y a vraiment, chez Properce, il y a une parole, ce n'est pas simplement des collages, enfin il y a autre chose de beaucoup plus fort. Et je crois que Properce est peut-être le seul, je le disais, vivre en élégie. Alors je ne sais pas s'il a vécu comme un romantique allemand, pour dire les choses comme elles sont, parce qu'on peut penser à Novalis, mais en tous les cas, parce qu'il l'a fait avec humour, il y a toute cette ironie aussi propre à Properce, dont nous reparlerons. Mais, pour moi, il n'y a pas de doute qu'il est allé plus loin. Alors, a-t-il organisé sa vie? Vous me posiez la question et je m'arrêterai là-dessus pour qu'on croit effectivement à ce tissage parfait entre la vie et l'écriture. Toujours est-il qu'il il apparaît avec son premier livre, disparaît avec son dernier livre, alors que visiblement, pas simplement par cette allusion à la fameuse maison du poète que l'on connaît en 357 avant, tout le monde va en pèlerinage voir cette maison de Properce, alors que ces livres ont eu un succès inouï. Immédiatement. D'emblée, Properce s'est imposé. Je veux dire, tout Rome parle de lui. Ça, on le sait, même si l'on ne sait rien de lui. Clarem epos Atlantis, Hades, quem montibus olim, ed idit Arcadis pleias una iom. À cette époque-là, Florence Dupont, un nouveau type de poésie latine est créé de façon volontaire et maîtrisée. Alors, étant donné que la poésie romaine en latin est toujours écrite à partir de la poésie grecque, non pas par manque d'imagination, mais parce que c'est ainsi que la poésie s'écrit, et parce que, en fait, les Romains, écrivent aussi de la poésie en grec. En fait, il ne faut pas oublier que la poésie en latin est écrite en même temps que de la poésie en grec par les Romains, tout cela se faisant simultanément. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est la façon dont tout ce groupe de poètes va passer du grec au latin. En effet, ce passage du grec au latin avait déjà eu lieu chez des prédécesseurs, mais au siècle précédent. Et là, il y a une nouvelle façon de faire de la poésie romaine en latin plus grecque que les précédentes. En particulier, il y a une très grande attention à la métrique, chose qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, il y a un nouveau forme de passage du grec au latin, et ça, ils l'ont tous en commun. Virgile, Horace, Properce, Tibulle. Donc il y a un nouveau passage du grec en latin, oui. En fait, pour faire une poésie en latin qui est encore plus grecque. Si je comprends bien. Exactement, et qui pourtant nous semble, nous, très latine. Oui, en fait, puisque tout ce qui est du domaine de la culture, mais du loisir, du plaisir, enfin, toute une partie de la civilisation romaine est grecque. Mais elle est grecque depuis toujours. En fait, ce sont des gens qui mélangent toujours, qui se définissent par leur rapport à la Grèce. Et donc, il est normal que la poésie soit la poésie grecque en latin. Mais c'est vrai que il y a eu plusieurs étapes, et que là, au moment où Horace et ses amis écrivent, ils considèrent que c'est pour la première fois qu'il y a une véritable belle poésie grecque en latin. C'est-à-dire qu'ils se considèrent comme les premiers capables d'avoir une telle maîtrise du latin qu'ils puissent faire une poésie aussi belle que la poésie grecque. Et Properce, dans cette constellation de... Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce projet, en fait, il n'est pas venu tout seul. Il a été dirigé par Auguste et son ami Mécène, qu'on appelle souvent le ministre de la Culture, de façon anachronique, mais qui rend assez bien les choses. En fait, ils se sont répartis entre eux les différents genres. Virgile a fait les bucoliques, puis l'épopée savante avec les georgiques, et ensuite l'Énéide, je reviens pas dessus. Horace s'est attribué la poésie qu'on appelle lyrique, les odes, et Properce a pris les élégies. Donc en fait, c'est simplement une question de répartition. Alors, comment s'est fait la répartition? Je ne sais pas, à l'amiable, sans doute. Mais en tout cas, une fois qu'un genre était pris, les autres ne continuaient pas, parce que la seule... Il n'y avait pas de concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en fait, le second, il savait qu'il ne passerait pas à la postérité. Seul le premier aurait une chance de passer à la postérité. Par conséquent, si quelqu'un a déjà fait le transfert des odes
de la Grèce à Rome, comme avait fait Horace, hein, qui donc, dans le livre 3 des Odes s'explique très clairement. Donc il fallait faire autre chose. Et donc Properce fait autre chose. Et de même que Horace se proclame le nouvel Alcée, donc Properce c'est le nouveau Callimaque. Ce qui fait dire une grande différence entre les deux du point de vue de la tonalité, puisque Alcée c'est donc la poésie archaïque, tandis que Callimaque c'est un poète de l'époque alexandrine, l'époque hellénistique, donc une poésie beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus, on dirait presque alambiquée, et enfin qui est un autre style. Et les Romains en fait prennent toute la poésie grecque, quel que soit le style, et ça fait comme si la Grèce était un tout. Pour eux, la Grèce est un tout. Ils font pas la différence entre les Alexandrins, Homère ou Anacréon. Callimaque, Paul Veyne. Ce qu'il a donné comme idée aux gens de cette époque, c'est que les qualités formelles de l'écriture l'emportaient sur les grands effets de grandes fresques qui sont ceux de l'épopée. Bon, l'Iliade, c'est l'épopée de la fresque toscane. L'Iliade, c'est du Piero della Francesca. C'est les grands effets et tout, il n'y a pas de maniérisme. Tandis que si vous cherchez un tissu extrêmement raffiné de lignes, de coloris et tout, bon, il faut prendre la peinture du XVIe. Et bien là, c'est pareil. Callimaque a enseigné aux poètes latins de faire autre chose que les grandes ambitions de la vaste fresque qu'est l'épopée ou de la tragédie qui ne se cherche pas des petits effets et de faire un travail raffiné dans le détail. Queritis, unde mihi totiens scribantur amores, unde meus veniat mollis in hora liber. Non ec Calliope, non ec mihi cantat Apollo, ingenium nobis ipsa puella facit. Vous me demandez d'où me viennent tant de poèmes amoureux. Pourquoi sur vos lèvres court mon livre tendre? Mes chants, ni Calliope ne me les dicte, ni Apollon. La femme que j'aime fait tout mon génie. Sive illam cois fulgentem incedere cogis, octotum e coaveste volumen erit. Seu vidi ad frontem sparsos errare capillos, gaudet laudatis ire superba comis. Carmen digitis percussit burnis miramur. Si, de ses doigts d'ivoire, elle fait pour la lyre sonner un chant. Du toucher subtil de ses mains agiles, je m'émerveille. Si, s'inclinent ses yeux tendres, combattant le sommeil. Poète, j'imagine 1000 motifs. Si, la tunique arrachée, elle lutte contre moi, nue. Oui, j'invente alors de longues Iliades. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, d'un rien n'est la plus belle des légendes. Pascal Charvet, Properce publie son premier livre en 28 avant Jésus-Christ. Oui, oui. Monobiblos. Oui. Pourquoi ce titre super. Livre unique. Livre unique parce pour une femme unique. Pour une femme unique. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté. Monobiblos, c'est vraiment Cynthia unique. Il y a d'ailleurs un poème qui démarre, enfin je veux dire, mais ce n'est pas pour cela, c'est dans le livre 2, mais qui est un rappel quand même, où l'attaque est absolument étonnante. Unica nata meo pulcherima cora dolori, mon plus beau souci, mon unique amour, toi né pour ma douleur. Enfin, et c'est, enfin, ce mot d'unica, on le retrouvera vraiment souvent dans le recueil. Hein, c'est une sorte de motif récurrent. Properce n'a voulu chanter qu'une seule femme. Comme d'autres élégiaques aussi, c'est vrai. Mais il a vraiment voulu chanter une seule femme et il le redit avec ce titre, évidemment, qui est étonnant. Monobiblos. Et alors, cette femme unique, il l'appelle Cynthia. Oui. Alors, c'est un nom qui dénote tout de suite un emprunt
mythologique. Oui, bien sûr, c'est évidemment Apollon qui est imaginé comme toutes les héroïnes qui sont chantées par les poètes élégiaques de l'époque sont que ce soit des lyres, tout fait toujours référence plus ou moins. Chez Tibulle, bien sûr. Mais toutes les héroïnes chantées ou les femmes, du moins, chantées par les élégiaques, font référence les noms, disons, permettent à travers les timons de remonter toujours à chaque fois à Apollon. Alors, je pense que ça, c'est bien sûr que c'est important pour le nom de Cynthia. Et que probablement, alors là, je ne voudrais pas entrer évidemment dans le problème de la biographie ou de ce qui peut être vrai ou faux, mais probablement est-ce un nom qu'il a inventé, bien évidemment, mais qu'il a donné, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le nom qu'on peut donner à un moment donné à un sentiment fort qu'il a pu éprouver pour d'autres femmes. Ça, nous ne le savons pas. J'étais libre et pensais pouvoir vivre dans un lit solitaire. Mais amour ménagea une paix pour me tromper. Liber eram, et vacuo meditabar vivere lecto. At me, composita pace, fefellit amor. Cur ec in terris faces humana moratur? Pourquoi sur la terre cette humaine beauté s'attarde-t-elle? Ô Jupiter, tes secrètes amours d'antan, je te les pardonne. Blonds sont ses cheveux, longues ses mains, élancée sa taille. Elle s'avance, digne même de Jupiter, comme sa sœur, ou comme Pallas, quand elle s'approche des autels de Dulichie, les seins couverts de la chevelure de la Gorgone angifère, ou telle encore l'héroïne Iscomaque, fille d'un lapite, proie délicieuse pour les centaures ivres, ou telle Brimo, qui, dit-on, près des eaux du lac Bébéis, glissa sous le corps de Mercure son ventre de vierge. Quas pastor viderat olim ideis tunicas ponere verticibus. Anc utinam facem nolit mutare senectus, et sicume secula vatis aget. Pliez désormais devant elle, ô déesse dont un berger jadis a vu déposer les tuniques sur les sommets de l'Ida. Que jamais ne veuille la vieillesse altérer cette beauté, vivrait-elle tous les siècles de la prophétesse de Cume. Qui était-elle, Cynthia? Je crois que plus encore que se demander qui elle était réellement, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre qui elle était à travers l'image qu'en donne Properce, c'est-à-dire l'évocation de cette femme dans la poésie de Properce. Oui, alors ça, je crois que cette image de Cynthia est une des images les plus saisissantes qui soit, parce qu'elle est, évidemment, on dira qu'on retombe dans des archétypes, bien sûr, il y a ce côté, effectivement, très capricieux, évidemment, de celle qu'il appelle sa domina, mais avec domina, on n'est pas simplement c'est pas simplement la maîtresse, c'est aussi sa souveraine, c'est aussi sa despote, mais c'est aussi celle dont il parvient à triompher aussi, et il le dit. C'est aussi madame de la poésie. C'est madame, évidemment, parce qu'on voit bien évidemment, il y a le canzoniere est déjà presque déjà présent, du moins déjà presque anticipé ici. Donc Pétrarque, oui, on va retrouver à la fois ce ton, mais aussi, ce qui caractérise, j'allais dire, Properce, c'est qu'il est total, c'est-à-dire que et ça n'est pas parce qu'à un moment donné il deviendrait libertin, non, pour lui l'amour tout simplement, et ce n'est pas païen non plus, je dirais, il faut pas mettre ça sur le compte, je dirais, d'éléments de ce type, comme certains l'ont fait. Non, l'amour est total, il est physique, il est aussi mental, il est aussi. Alors cette femme, si l'on suit Properce, elle sait jouer merveilleusement, elle sait chanter, jouer, je veux dire, de la musique, elle sait chanter, elle est belle. Il y a une description évidemment qui est étonnante. Il la décrit, mais c'est presque trop irréel si l'on doit se fier à cela. C'est assez étonnant. Blonds sont ses cheveux, longues ses mains, élancée sa taille, elle s'avance digne même de Jupiter, comme sa sœur ou comme Pallas, voilà comme il la dépeint. Donc c'est évidemment un idéal de femme plutôt. Alors la vraie question qui se pose souvent, au-delà, disons, de cette image capricieuse,
souvent Cynthia est vue ainsi, hein, parfois intéressée, mais aussi effectivement chantée comme une femme particulièrement douée, libre aussi, et donnant son amour comme elle l'entend, donc indépendante, autonome, et également ayant des grands talents de poésie. Enfin, il y a un moment que je trouve extrêmement touchant, c'est lorsque Propers évoque Cynthia et qui lit les vers de Propers, et c'est un moment de bonheur pour lui, et qui n'a pas souci, dit-il, se contredisant cette fois-là, de la richesse, qui dit que m'importe les riches quand je peux effectivement lire et entendre cela. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vit en poésie aussi avec Propers. Alors bien sûr qu'il ne faut pas idéaliser cette image, mais il ne faudrait pas tomber non plus dans les poncifs, je dirais, de cette femme courtisane, prostituée. Je veux dire, et puis se poser la question du statut de la femme à l'époque, c'est très complexe, parce que d'abord on ne sait pas qui est Cynthia. La romaine de l'époque est plus indépendante qu'on ne le dit, bien évidemment, parce que, enfin, pour un certain nombre de raisons qui ont été d'ailleurs fort bien expliquées, c'est qu'elle se trouve à ce moment de son histoire ne plus dépendre totalement du pater familias, et ne pas dépendre non plus totalement du mari. Donc, je ne pense... Libre aussi de choisir de se marier ou pas. Oui, libre aussi, bien évidemment. C'est assez paradoxal, mais enfin, c'est réel. Alors, ce qui est certain, c'est que ça ne pouvait pas être, j'allais dire, comme certains se sont acharnés, enfin, il y a des livres, mais absurdes d'ailleurs, c'était une prostituée, parce que, enfin, les Romains ne pouvaient pas aimer les matrones, ils ne pouvaient aimer que les prostituées. Non, entre le schéma matrone et prostituée, je suis désolé, il y avait quand même des millions de femmes qui n'étaient pas forcément l'une ou l'autre. Et Propers en a aimé une. Et je crois surtout que il y a répété dans tout le livre, ça c'est Grimal qui en parle avec beaucoup de justesse, hein, c'est qu'il y a l'idée de ce pacte d'amour qui déjà sera repris évidemment dans l'amour courtois, mais c'est Propers qui le premier parle de ce pacte d'amour, fixons les pactes, et ce pacte revient sans cesse, et on ne fait pas de pacte qu'il soit pas fait entre personnes réciproques, soyons clairs, et ça n'a pas de sens si vous voulez, je veux dire, c'est pour ça que, bien sûr qu'il y a des allusions par un moment donné, sur l'intérêt que peut avoir Cynthia pour tel homme qui est plus riche que lui. Enfin, il y a des allusions assez réalistes, mais ce ne sont que quelques pointes qu'il lance. Enfin, je veux dire, ça n'est pas, enfin, je dirais, en se situant dans la fiction, hein, sans chercher à savoir qui était vraiment Cynthia, simplement, on ne peut pas de là en faire un personnage. Il y a trop de moments où, j'allais dire, Cynthia est touchée, sentie comme une femme unique et respectable aussi, pour que l'on puisse donner crédit à quelques, j'allais dire, quelques pointes lancées dans la colère, ou colère feinte, peut-être, évidemment. Et l'idée de ce pacte d'amour, c'est quelque chose de très intéressant, parce que d'abord, un pacte, cela veut dire que les deux sont à égalité. Et puis, ce pacte d'amour renvoie à l'idée justement de la fides, c'est la fides qui est très importante dans la mentalité, dans la conscience romaine. Et Propers dit dans une des élégies, il dit mais d'abord il faut établir les pactes, signer les conventions, fixer par écrit la loi pour ce nouvel amour. On dirait presque un propos de notaire. Bien sûr, mais ils ne sont pas mariés, c'est cela. Et donc il y a là, oui, là il y a effectivement, c'est ce poème écrit après les retrouvailles avec Cynthia, enfin puisqu'il y a eu d'après, disons, dans l'ordre de la narration, il y a eu un moment un peu, j'allais dire, un moment, disons, de refroidissement en quelque sorte. Et puis il y a eu cette fameuse nuit chantée par Propers, suivie d'autres certainement, mais et c'est à ce moment-là qu'il évidemment parle de refonder, de redonner à leur pacte d'amour, à leur relation, toute sa plénitude, toute sa valeur. Parce que ce qui est quand même merveilleux et incroyable dans le pacte d'amour tel que Propers le conçoit, c'est que il peut être brisé par la trahison de l'un ou de l'autre, mais il peut être refondé. Exactement, c'est qu'il est refondé là, exactement. C'est cela, parce qu'en fait, il a été bien évidemment trahi, puisque Propers nous a décrit évidemment d'une manière, j'allais dire, très 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 forte, un barbare cambre les reins, il se trouve maître de mon lit. Donc, il le dit avec humour, mais enfin avec force. Et ensuite, on le voit effectivement reconnaître la validité d'un nouveau pacte avec cette même femme, oui. Alors même si c'est de l'ordre de la fiction, ça ne manque pas d'intérêt, bien sûr. Iam licet venias marit, uxor in talamotibist.
pure floridulo nitens, alba partenice velut, luteum vel papaver, at marit, ita me juvent celites, nihilo minus pulcheres, negue te Venus, neglegit. Qui lit Properce? Par qui? Dans quelles circonstances? Parce que on dit que son premier livre d'élégie, Monobiblos, qui célèbre tout particulièrement les trois autres aussi, mais en particulier le premier, cette femme, Cynthia, a eu un succès immédiat. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire un succès immédiat à Rome à l'époque de Properce? En plus, qui a dit ça? En fait, ce qui se passe, c'est que le livre a dû être lu de façon officielle. Enfin, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que un livre comme ça, c'est publié, le terme est celui-là, par une lecture dans ce qu'on appelle une recitatio, une lecture publique, afin d'être reconnu, et en particulier reconnu de celui qui est le seul destinataire, qui est le patron de Properce, celui qui est dense et qui est signalé, hein, qui peut varier. Hein. Et une fois que cette reconnaissance est faite, c'est terminé, plus personne ne lira. D'ailleurs, il n'y a aucune raison. Pourquoi voulez-vous qu'on lise de la poésie? Pourquoi lirait-on de la poésie? Il faut un lieu, un moment. Je veux dire, la pratique de la lecture n'existe pas à Rome. Les gens ne lisent pas, sauf pour utiliser ce qu'ils lisent. Mais si vous voulez, la lecture pure, c'est une institution qui n'existe pas. Comme vous savez, ça mettra très longtemps à exister. Jusqu'au 19e pratiquement. Fin du 18e, 19e, ça n'existe pas. Donc en fait, le succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non pas les Romains ont pris plaisir à lire la poésie de Properce, ça veut dire un cercle limité, la noblesse romaine reconnaît en Properce le nouveau Mimnerme, le nouveau Callimaque, et peuvent dire, nous, les Romains, nous prenons la suite des Grecs, nous sommes les nouveaux Grecs, et nous sommes capables de créer des œuvres aussi belles que les leurs, dans la suite des leurs. En gros, c'est ça. Et c'est là cette fonction d'Auguste, qui de toute façon est le nouveau fondateur de Rome. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Auguste, on le voit dans son fameux testament, les Res Gestae, dans le domaine de la religion et de la politique. Il explique qu'il a tout refondé. Hein. Mais en fait, ça se passe de la même façon dans le domaine culturel, mais le passé de Rome, en ce qui concerne la culture, c'est la Grèce. Les Romains se considèrent comme les continuateurs des Grecs. Donc, refonder, c'est la même chose, on peut refonder les anciens cultes. Là, il s'agit de refonder l'ancienne poésie grecque en latin. Άγων ερημος εν θανιβρότων στίβος κρύψο πετρώδιζόσαν εν κατόριχη φορβίστος ούτων ως άγος μόνον προθείς όπως μίασμα πάση πεκθήγη πόλης κακή των άιδινων μόνον σεβηθεών ετουμένοι που τεύξετε το μηθανήν ηγνώσετε εγούν αλλά την ικαυθώτη πόνος περίσσος εστίθαν αηδούς σεβήν. Ces poètes latins font du second degré. Non seulement ils imitent l'amoureux et ne sont pas censés raconter leur vie, mais en plus, il faut bien voir enfin de quoi sont composés ces poèmes. Ils sont composés Paul Veyne. De quelques vers d'amour de temps en temps, racontant d'ailleurs des sentiments assez banals, ordinaires, attendus, et qu'il est impossible de réunir en une biographie cohérente. À côté de ça, vous avez des développements précieux sur les sujets les plus divers, et le tout au milieu d'une mythologie qui déréalise le tout et qui place l'élégie au second degré dans le monde de la mythologie. Je vous donne un exemple. C'est l'élégie 2.28, je la sais par cœur. Properce est censé gémir sur le fait que Cynthie est en train de mourir de maladie. Alors il s'écrie « Jupiter, aie pitié d'une fille malade ». Et puis ça continue, parce que si tu la laisses mourir, on te critiquera. Mais enfin, tu te rends pas compte, il y a déjà tellement de belles femmes aux enfers, une de plus, qu'est-ce que vous y gagnerez? Et puis, tu sais, je sais bien que Junon est jalouse, en fait, je sais bien d'où ça vient. Junon a été jalouse de la beauté de Cynthie, mais tu sais, elle finira par pardonner. Elle a pardonné à Io, qui d'abord a été une vache, et puis ensuite est redevenue une femme. Mais les dieux essayaient donc d'être cléments, et puis ça continue avec, et le Cotéa, souviens-toi de le Cotéa, elle a eu des malheurs,
d'ailleurs, mais depuis elle est tirée. Est-ce que ce sont des propos d'un amoureux qui s'inquiète pour la survie de son aimé? C'est un jeu, un mélange de citations de mythologie ingénieuse. Ce ne sont pas les amours de Ronsard. Ce serait un mélange, à la fois une sorte de photomontage de sentiments. De sentiments qu'il a probablement vécu. Il faut bien les prendre quelque part. Et une poésie docte, savante. Oui, et le tout placé dans l'irréalité de la mythologie, qui était une littérature orale de fantaisie, et dans une deuxième irréalité, c'est censé se passer dans un monde marginal, impur, des demi-mondaines. Alors, évidemment, ça a l'attirance pour le lecteur qui n'y vit probablement pas. On n'est pas censé savoir que le poète le fait. Et si le poète se permet de dire je veux pas aller à la guerre ou bien je veux pas me marier ni donner d'enfant à la patrie, c'est parfaitement innocent. On sait bien que c'est un jeu. Ce n'est même pas pour vous une peinture d'une société réelle, une société libertine, de demi-monde. Mais comme tant de livres libertins du XVIIIe siècle, qui pour la satisfaction du lecteur, qui n'est généralement pas libertin, peignent ce monde fascinant, où il y a aussi du snobisme d'ailleurs. C'est sexe, snob. Et alors, on pourrait dire par exemple que dans cette poésie, les détails pris séparément sont vrais, mais que l'ensemble sonne faux. L'ensemble sonne au second degré artificiel et amusant. Mais enfin, ça a dû plaire. Cela dit, il y a dessous une raison réelle. On connaît le nom, grâce à Ovide, de la demi-mondaine mariée qui avait plusieurs amants, qui a été la maîtresse de Properce, lequel est mort jeune. Bon, il a vécu dans un milieu de meurtre et libre, et il en profite pour faire rêver le lecteur qui n'y vit pas. Recette plus que millénaire. Dulcis ad externas fuerat mi rixa lucernas vocis, et insane tot maledicte tue. Cum furibunda mero mensam propellis, et il mei proicis insana cimbia plena manu. Tu vero nostros audax invade capillos, et mea formosis ungibus ora nota. Tu minitare oculos subiecta exurere flamma, fac mea rescisso pectora nuda sim. Nimium veri dantur mihi segna caloris, nam, sine amore gravi, femina nulla dolet. Que mulier rabida iactat, convice lingua, ec veneris vagne volvitur ante pedras. Custodum gregibus circa sestipate untem, seu seguitur medias, menas ut ictavias, seu timidam crebro dementia somna terrent, seu miseram in tabula picta puella movet. Is ego tormentis animi sum verus aruspex, as didisi certo sepe in amore notas. Non est certa fides, quam non in iurgia vertas, ostibus eveniat lenta puella meis. In morsos equales videant mea vulnera collo, me dociant livor mecum abuisse meam. Aut in amore dolere volo, aut audire dolentem, sive meas lacrimas, sive videre tuas. Tecta supercilis, si quando verba remittis, aut tua cum digitis scripta silenda notas. Odi ego, quam nunquam pungunt suspiria somnos, sempre imirata pallidus esse velim. Encore une fois, Cynthia, c'est celle qui permet la poésie. C'est-à-dire que ce ne sont pas les faits glorieux des Césars triomphateurs, mais Méchant, ni Calliope, ni Mélédicte, ni Apollon
La femme que j'aime fait tout mon génie. Oui, alors ça, c'est un des plus beaux passages. Enfin, pour moi, c'est un des moments que j'ai eu le plus de plaisir à traduire parce que c'est une adresse, effectivement, Pascal Charvet. Assez exceptionnelle, je trouve. C'est qu'ouvrant. Alors là, il s'agit vraiment d'une déclaration de principe, même s'il dira ensuite que, à la fin, évidemment, au moment ce qu'on appelle le discidium, c'est-à-dire la séparation, il lui dira que, bon, il regrette de l'avoir faite célèbre par ses chants, bien sûr, mais ce n'est pas l'attitude qu'il a au départ. Et là, je trouve que jamais n'ont été unis, et même par la suite dans la littérature, aussi étroitement la création littéraire et l'amour. Je veux dire, enfin, cette idée du désir qui demeure désir dans l'écriture dont parlait Char, là, c'est dit... Enfin, on s'apercevra tout à l'heure que, je veux dire, l'analogie, enfin, je veux dire que ces analogies, évidemment, avec des poètes plus récents, elle n'est pas absurde et qu'il ne faut pas se laisser enfermer là. Pourtant, et Dieu sait que je suis attentif à éviter que l'on ne projette, mais je crois qu'il faut laisser aussi écouter ce que nous dit Properce quand il nous dit « Veux-tu qu'étincelante elle s'avance dans la soie de Cos ? De soie de Cos, je tisserai tout mon livre. Si j'ai vu sur son front flotter ses cheveux défaits, elle va joyeuse et fière de l'éloge de sa chevelure. Si s'inclinent ses yeux tendres, combattant le sommeil, poète, j'imagine 1000 motifs nouveaux. Si la tunique arrachée, elle lutte nue contre moi, oui, j'invente alors de longues Iliades. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, d'un rien naît la plus belle des légendes. Je crois qu'on n'a jamais fait effectivement à une femme un aussi beau compliment. Alors maintenant, bien évidemment, on peut sourire, on peut devenir très érudit, chercher où et comment. Je suis désolé, cela ouvre sur vous me demandez d'où me viennent tant de poèmes amoureux. Voilà. Mmh. Hier me fut ta querelle, à la clarté des lampes, et tant d'insultes de ta voix folle, quand, rendue furieuse par le vin, tu renversa la table et d'une main folle lança contre moi de pleines coupes. Mais va, déchaîne-toi sur mes cheveux, mon audacieuse, et sur mon visage grave la marque de tes jolis ongles. Va, menace de brûler mes yeux de la flamme que tu leur jettes, déchire mes habits, mets ma poitrine nue. Tu me donnes là les signes d'une ardeur véritable. Sans la violence de l'amour, aucune femme ne souffre. Celle-là même qui, la rage à la bouche, crie ses injures, déjà se roule aux pieds de la puissante Vénus. Qu'elle s'entoure d'une troupe de gardiens, si elle sort, ou que, pareille à une bacchante en délire, elle se montre au milieu des rues, qu'apeurée, des rêves fous viennent souvent l'épouvanter, ou que, malheureuse, elle s'émeuve d'une jeune fille peinte sur un tableau. Je suis, pour ces tourments de l'âme, un devin infaillible. J'ai appris que souvent ce sont là les signes d'un amour sincère. Il n'est pas sûr, l'amour qui ne se change en querelle. Que mes ennemis ne rencontrent que des filles froides. Que mes compagnons voient sur mon cou les blessures de ces morsures. Que mes bleus montrent à tous que j'ai eu mon aimé avec moi. En amour, je veux souffrir, ou t'entendre souffrir. Je veux voir mes larmes ou les tiennes. Quand parfois d'un froncement de sourcils tu donnes la réponse que tu caches, ou que de tes doigts tu traces un message qu'on doit taire. Je hais le sommeil que nul soupir ne fait tressaillir, et toujours je voudrais pâlir devant mon amante en colère. Je ne crois pas non plus qu'il faille voir en lui ce contestataire absolu. Il est plus que cela. Il est vraiment en dehors du jeu. Et puis, il est un peu, si vous voulez, c'est cette élégance. Enfin, il y a des chevaliers, mais enfin, il a une âme, j'allais dire, extrêmement noble. Properce, on le sent à chaque instant. Ce n'est pas un libertin, il est beaucoup plus qu'un libertin, qu'un simple libertin. C'est cette élégance qui fait que, de toute façon, il incarne cet esprit romain très contradictoire, hein, où l'on peut être, j'allais dire, un homme, et il a peut-être été cet homme, d'ailleurs, qui a eu une vie active, peut-être, et ensuite vaillante, courageuse, qui a pu témoigner par des actes de sa force d'âme. Mais en même temps, ça n'est pas du tout contradictoire chez un Romain. César en donne l'exemple. Hein. On parlait du caractère féminin de César et ô combien. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec l'idée d'être, si vous voulez, de passer du côté des femmes d'une certaine façon dans sa sensibilité. Parce que cela, c'est étonnant chez Properce. Hein. Et il épouse, en quelque sorte, le point de vue des femmes à chaque instant dans ses poèmes.
sa vie, il la veut soumise à l'amour et à la poésie. Une vie, comme vous dites, une vie en élégie. Une vie en élégie totalement. Properce n'est pas le seul, je veux dire, à refuser de s'intégrer dans l'ordre établi. Et enfin, refuser, entendons-nous, ça peut être compris comme une forme de jeu. Je crois que c'est assez complexe parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que Properce va s'opposer politiquement, je pense, hein, c'est pas le sens, ne s'oppose pas politiquement à César Auguste, bien évidemment. Mais c'est la manière de montrer comment l'on peut vivre autrement, et je dirais, pas forcément en reprenant l'élégie, parce que c'est vrai que ces valeurs inversées sont souvent, j'allais dire, notées. C'est l'apologie, évidemment, à l'inverse de la vie douce, soumise, le refus des armes, enfin. Cela, chez Properce, nous le trouvons. Mais j'ai le sentiment que cela va plus loin, qu'il y a chez lui cette volonté de chanter les plaisirs de l'amour et du fait d'être amoureux qui triomphe de tout, à un point tel que même lorsqu'on l'a noté, mais c'est vrai que dans la fameuse élégie, la dernière, celle qui est faite, enfin une des dernières, celle qui est faite à Tarpeia, au lieu de faire c'est-à-dire lorsqu'il se range, disons, aux pressions vraisemblablement d'Auguste lui-même, hein, puisque à partir de 20, ce n'est plus Mécène qui a une très grande influence, c'est surtout Auguste qui intervient directement auprès des poètes. Et lorsqu'il se décide à écrire quelques élégies à la gloire de sa patrie, il trouve quand même le moyen de transformer, mais de reparler d'amour, parce que Tarpeia, évidemment, elle a trahi sa patrie, mais elle a trahi par amour, passionné, et tout ça dans un climat d'idylle et de passion, avec un monologue qui est digne de celui d'Ariane abandonnée. Enfin, je veux dire, donc, même lorsqu'il dit servir et dire la cause de sa patrie, il reste toujours profondément élégiaque. O me felicem, o nox mi candida, et o tu lectule delicis facte beate meis. Bonheur qui fut le mien, nuit candide, et toi, lit tendre, bienheureux par mes délices. Quam multa apposita narramus. Que de paroles échangées à la clarté de la lampe, et la flamme éteinte. Quelle bataille! Les seins nus, contre moi elle luttait, ou serrée dans sa tunique, elle étirait mon attente. Illa meo sonno lapsos patefacit ocellos, ore suo, et dixit. De ses lèvres, elle ouvrit mes yeux vacillants sous le sommeil et me dit: alors, paresseux, tu dors? Comme nos bras en étreinte, variés sans las, que mes baisers sur tes lèvres s'attardaient. Labris nostra morata tuis. Revenons à cette idée de vivre en élégie, oui. qui est beaucoup plus qu'un projet littéraire. Oui, bien sûr. Vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est un style de vie, c'est une morale qui souvent bafoue la tradition romaine, qui renverse les valeurs. C'est aussi vivre en autarcie, d'une certaine manière. C'est vivre en autarcie, c'est-à-dire que c'est vivre à l'intérieur de cet amour et uniquement à travers cet amour, et c'est d'où le rêve que nous verrons tout à l'heure de fusion, enfin, on parlera de fusion, mais en ce qui concerne, enfin de fusion amoureuse qui est exprimée de manière extrêmement forte, enfin l'élégie, oui, c'est cette autarcie totale, c'est ne faire plus qu'un avec l'autre, et je crois que là-dessus, Properce a eu s'est exprimé d'une façon très très forte et très belle, hein. Mais s'agissant en particulier ici de ce que vous me demandiez sur vivre en élégie, je crois que Properce n'est pas, enfin parce que c'est important de ne pas le voir comme un romantique simplement, ou alors il faut plus le voir comme, enfin si on doit absolument chercher les images, on est beaucoup plus proche de Baudelaire, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'Ezra Pound appelait chez Properce cette logopoieia, c'est-à-dire cette danse de l'intellect parmi les mots. C'est-à-dire que Properce n'est jamais là où on l'attend, il est toujours en reprise, disons en saut, et également
il manie l'ironie d'une manière permanente. Et c'est ça qui est assez difficile à faire passer. C'est-à-dire que Properce n'est pas dans une, je ne sais pas, ça n'est pas comme ça dans une vision au premier degré. Il ne faudrait surtout pas en faire en entendant l'élégiaque, j'allais dire, Lamartine. Et ce n'est pas pour être, j'allais dire, cruel vis-à-vis de Lamartine, mais ce n'est pas cela du tout. Il y a chez lui, et c'est ce qui a fasciné tant de poètes par la suite, immédiatement cette distance ironique. On peut parler d'ironie romantique, mais enfin, ou du moins d'ironie élégiaque, qui est très, 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 très présente dans sa poésie, et qui, paradoxalement, lui donne non pas sa sincérité, parce que ça, le mot sincérité, je pense qu'on ne peut peut-être pas l'employer, parce que de toute façon, mais au moins, lui donne sa force et sa puissance de Carmen. C'est de là qu'elle vient. C'est que précisément, il n'est pas comme d'autres élégiaques, si vous voulez, prisonnier d'une vision. À chaque instant, elle n'en est que plus forte, parce qu'elle est aussi maîtrisée par l'ironie. Florence Dupont. Si on regarde bien, on s'aperçoit que, en fait, le jeu du texte va produire un poète. En fait, le poète n'est pas celui qui fait la poésie, il est fait par le poème. Hein. Et d'où une grande abondance de jeux, mais c'est pas du tout un jeu de la confession, un jeu intimiste, hein, un jeu qui raconterait ses expériences. D'abord parce que la poésie n'a jamais servi dans l'Antiquité à raconter des expériences personnelles, donc on peut pas leur dire ça. Mais on peut effectivement se demander pourquoi tant de mois, pourquoi tant de jeux. Et en fait, c'est parce qu'ils sont construits. Et ils se fabriquent grâce à leurs poèmes, et ils sont un effet de la poésie. Et si vous voulez, donc le jeu social s'efface au profit de ce jeu construit, mais sciemment construit. Et bon, là on parle de Properce, mais ils sont tous comme cela. Hein. On aurait dans Horace, chez Virgile, c'est pareil. Hein. Et donc ils sont constitués. Le premier vers de l'Énéide, qui est Arma Vecumque Cano, le canot, hein, je chante, qu'on ne trouve absolument pas chez Homère, alors qu'on a ça. En fait, je chante, c'est-à-dire ce poème me constitue moi comme chanteur. Hein. Et parce qu'ils n'avaient aucune chance de survie. Et c'est tellement important pour les anciens, ils n'ont aucune chance de gloire et de survie, hein, sauf comme créateurs de ce poème. Donc c'est pour ça. Et alors pour le reste, pour le contenu, c'est juste dans la tradition. Sevanque exhala topaca me fitin. Et quand il dit je ne veux pas faire de la politique, je ne veux pas faire de la guerre, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire donc je suis poète élégiaque dans la tradition grecque, puisque les poètes élégiaques grecs écrivent toujours ça, j'ai jeté mon bouclier et tout. Et puis donc ça c'est un premier point. Et ensuite ça veut dire aussi je ne fais pas de poésie épique, puisque la poésie épique sert à célébrer en particulier les hauts faits du patronus, de celui qui serait son protecteur. Donc, c'est une façon de se situer dans la continuité de la Grèce et par rapport à l'autre poésie. Bon. Quand vous prenez chaque auteur, au début, chacun se détermine comme ça. Vous le trouverez dans tous. Hein. Toi, tu me demandes de faire de la poésie épique, mais moi, je ne le ferai pas. Je ferai un petit poème. Ça, c'est normal, c'est une façon de se situer. Et puis, il y a un dernier point, qui est que tous ces auteurs que nous retrouvons, par exemple, Horace, c'est la même chose que Properce, enfin, ce sont des Romains qui, sous la République, auraient sûrement fait une carrière politique, qui donc n'auraient pas écrit poésie. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est les guerres civiles, puis la prise de pouvoir d'Octave Auguste, a arrêté toute la vie publique, et en particulier arrêter toute la vie publique traditionnelle, et en particulier à arrêter ce grand ascenseur social qu'était la vie politique. Ce qui se passe, c'est que les sénateurs vont avoir des charges publiques données par le prince. Donc ils vont continuer à être gouverneurs de province, mais les chevaliers, ce qui est l'origine de Properce, en fait ont une vie bloquée. Et quant au malheureux Horace, par exemple, dont le père espérait tant
qu'il fasse une carrière, parce qu'il lui avait fait faire toutes sortes d'études et tout. Et malheureusement, il a eu des amis nobles, mais il a choisi le mauvais camp. Il est trouvé dans le camp républicain, donc il était fichu. Donc tous ces hommes qui avaient eu une formation littéraire très très forte, très précise, qui avaient appris à faire de la poésie, mais dans le but d'être orateur, c'est-à-dire d'avoir une vie publique, se retrouvent avec cette compétence. Et donc, en fait, il me semble qu'ils ont utilisé cette compétence justement pour devenir poètes. Et que cette sorte se sont recyclés en quelque sorte dans autre chose, à la demande des nouveaux pouvoirs en place. Mais ni Auguste ni Mécène n'auraient donné des charges publiques à des gens de cette origine qui est relativement basse. Et par conséquent, ils se sont recyclés dans la culture, si je peux dire. Bon, c'est une explication, je ne suis pas sûre. Mais il se trouve qu'ils sont tous comme ça. Et donc, en fait, au lieu de faire une carrière publique et de devenir tribun, prêteur, etc., ils échangent une vie anonyme contre un nom. Et c'est pour ça qu'on ne va plus les connaître que sous la figure de Properce, élégiaque, Virgile, bucolique ou bien épique, etc. Donc en fait, ils disparaissent comme personnes sociales au profit d'un nouveau profil qui est celui du poète. Vos incertam mortales funeris oram queritis, et quasit mors addirittura via. Queritis et cielo, fenicum inventa sereno, quesit stella homini commoda, queque mala. Seu peditus partos sequimur, seu classe Britannos, et maris, et terre, ceca pericle vie. Rursus et objectum fletis caput esse tumultu cum mavor dubias miscet utrimque manus. Praeterea domibus flammam domibusque ruinas. Neu subeant labris pocula nigra tuis. Solus amas novit, quando periturus e aqua morte, neque hic bore flabra, neque arma timet. Iam licet, et stigia sedeat sub arundine relex, cernat et inferne tristia vela ratis. Si modo clamantis revocaverit aura puelle, concessum nulla lege redibit iter. Et pour avoir une idée du latin de Properce. Ah ben il y a le contresens traditionnel. Paul Veyne. Il veut dire à un moment, il dit, Sainty est malade, Junon pardonne-lui. Tu vois, je sais bien que tu es jalouse d'elle parce qu'elle est tellement belle qu'elle risquerait d'attirer ton mari Jupiter. Mais enfin, tu as bien fini par pardonner à Io. Et il dit, dans un latin tellement compliqué, Io, qui boit maintenant en déesse l'eau du Nil qu'autrefois elle a bu en vache. Io boit en déesse l'eau du Nil qu'elle a bu en vache. C'est écrit dans un latin tellement malarméen que le contresens est partout et tout le monde traduit. Elle est maintenant devenue déesse, elle qui vache a bu l'eau du Nil. Ils n'ont pas compris que le verbe boire est utilisé deux fois. Elle boit devenue déesse, la même eau du Nil qu'elle buvait vache. Tellement c'est du latin compliqué, sophistiqué, mais ça sont des effets à la Horace. C'est pareil. Il y a un jeu sur la langue de type malarméen chez ces gens-là, venus des Grecs, venus de Callimaque. C'est pas commode, hein, Callimaque. Et Horace encore moins. Les odes. Properce par rapport aux autres poètes de son époque, Tibulle, Ovide pour ne pas les nommer, est un maniériste. Et naturellement, un maniériste a, pour un œil
peu exercé, qui était le mien en poésie, ou qui est le mien en poésie, ça a une saveur plus facile, plus attirante, parce que ça fait choc, que quelque chose qui est plus uni. Ça fait plus d'effet, si vous voulez, que Virgile. Alors Properce avait cette espèce d'attrait. D'ailleurs, un professeur à la Sorbonne m'avait dit « Oh, il est raboteux ». Oui, non, ce que ce professeur, avant mai 68, appelait raboteux, ce sont tout simplement les effets maniéristes, les étrangetés de toute espèce, y compris dans la composition et dans le thème. Si je peux vous lire un morceau de la traduction de monsieur Pascal Charvet. Properce reproche à sa maîtresse d'accepter des cadeaux d'un autre amant. Bon, il en a plusieurs, le problème n'est pas là. Mais enfin, il faut bien faire des phrases. Mais toutes les étoffes, toutes les émeraudes, toutes les topazes aux éclats dorés que cet homme t'a donnés, je voudrais les voir par de furieux orages, emportées dans le néant, que pour toi elles se changent en terre, elles se changent en eau. Jupiter, dans sa sérénité, ne sourit pas toujours aux amants parjures, ni ne fait la sourde oreille aux prières. N'as-tu pas vu le fracas du tonnerre traverser le ciel entier et la foudre jaillir du palais de l'éther? Ni les Pléiades, ni l'Orient humide n'œuvrent ainsi. La colère de la foudre ne s'abat pas sans raison. Jupiter a coutume alors de punir les amantes parjures, car lui aussi fut trompé et pleura, tout Dieu qu'il est. Aussi, à une étoffe de Sidon, n'accorde pas tant de prix que tu doives trembler chaque fois que viendra le vent du sud et ses nuages. C'était un travail énorme. Ben oui, Horace dit je vais à la campagne faire mon travail, tout ça. Bon, est-ce qu'ils avaient du plaisir? Je sais pas. Je peux franchement pas vous dire. Peut-être ça varie d'un jour à l'autre, d'une personnalité à l'autre. Est-ce qu'ils avaient plaisir à écrire des vers? J'en sais rien. En tout cas, ça leur rapportait. Ça leur rapportait? Oui, ça leur rapportait. Oui. Puisque ils obtenaient en échange de leurs protecteurs des biens importants, des maisons, des terrains. C'était très très rentable. Mais ils insistent toujours sur le côté minutieux, limé, labeur. Le labeur, oui. Mais cela dit, ça valorise leur travail, donc on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. S'ils écrivaient ça comme ça, et puis après ils disent « Oh, j'ai beaucoup travaillé ». Voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement un travail assez difficile parce qu'il s'agit d'utiliser une langue qui n'est pas faite pour ça, qui est le latin, qui en fait faire des vers avec des alternances, des accents, etc. C'est un peu difficile en latin. Donc en fait les alternances de longues et brèves qui ne s'entendent pas en plus dans la langue doivent être calculées par le malheureux poète. Parce qu'en fait en plus que bon, il y a un système tellement artificiel avec des licences, des choses que on peut pas. Il est sûr qu'il ne le faisait pas à l'oreille. Ça on est sûr. Surtout la poésie l'élitistique élégiaque, mais même les autres, enfin non, c'est des choses qui sont faites vraiment techniquement. Quando cumquem igitur nostros mors claudet occellos accipe, que serves funeris acta mei. Nec mea tunc longa spazietur immagine pompa, nec tuba sit fati vana querula mei, nec mi tunc fulcro sternatur lectus eburno, nec sit in attalico mors mea nixatoro. Desit odoriferis ordo mi lancibus, ad sint plebei parve funeris exeque. Sat mea, sat magnast, si tres sint pompa libelli, quos ego Persefone maxima dona feram. Tu vero nudum pectus lacerata sequeris, nec fueris nomen lassa vocare meum, osculaque ingeli dispones suprema labellis, cum dabitur Sirio munere plenus onyx. Deinde, ubi suppositus cinerem me fecerit ardor, accipiat manes parvula testa meos, et sit in exiguo laurus superaddita busto,
que tegat extinsti funeris umbra locum, ed duo sint versus. Qui nunc iacet orrida pulvis, unius hic quondam servus amoris erat. Le latin de Properce se caractérise par une langue qui pourrait presque, si on ne prenait pas compte au ton, oui, c'est un peu ça, parce que maintenant, votre question n'est pas simple, parce que sur le plan, bon, bien sûr, de l'état de la langue, ça, ce n'est pas difficile. Mais disons que l'utilisation faite par Properce de la langue est peut-être plus dense que celle de tous les poètes latins. C'est-à-dire qu'on est presque proche d'une structure mallarméenne. Et pourtant, à l'intérieur de ce qui pourrait être, j'allais dire, une construction extrêmement précieuse, en fait, on a quand même suffisamment d'indicateurs de reprises, de mots qui reviennent, d'exclamations et de jeux pour, si vous voulez, lui donner comme ça cette fluidité. C'est très étrange. Il y a à la fois, si vous voulez, cette condensation extrême, jamais, je veux dire, je pourrais citer toute une foule de vers, où vraiment Properce condense à l'extrême, ce qui fait qu'on dit qu'il est très difficile, et en même temps, si vous voulez, la poésie naît de ce qu'il y a derrière cette condensation, et c'est cela qu'il faut aller chercher. Et c'est là qu'on retrouve évidemment ce que Properce a, je dirais, a vraiment dit. Ça n'est pas, si vous voulez, dans le fragment mallarméen. On pourrait, d'ailleurs, je dirais, je ne vais pas les citer, mais ces poèmes avaient quelque chose de mallarméen, ce que j'avais traduit en gardant exactement l'ordre latin et en faisant des dizains. Là, oui, mais en même temps, il y a évidemment l'image de Properce, mais il n'y a pas, j'allais dire, cette image avec son sang. Sunt aliquid manes. Letum non omnia finit. Luridaque victos fugit umbria rogos. Cinzia, namque meo visast incumbere fulcro, murmur ad extreme nuper umate vie, cum mi somnus ab exequis penderet amoris, et quererer lecti frigida regna mei. Les mânes sont une réalité. La mort n'achève pas toute chose. L'ombre livide triomphe et échappe au bûcher. Cynthia, en songe, m'est apparue, penchée sur mon lit, elle que l'on venait d'enterrer au bord d'une rue bruyante. Le sommeil, après les funérailles de mon amour, sur moi planait, et je pleurais les royaumes glacés de mon lit. Eosdem abuit secum quibus est elata capillos, eosdem oculos. Elle avait gardé sa chevelure telle que le jour de son cortège funèbre, et ses yeux tout pareils. Sur le côté, sa robe était brûlée. Le feu avait attaqué l'aigue marine familière à son doigt, et l'eau de l'été rongeait le tour de ses lèvres. Elle respirait et parlait comme une vivante, mais ses mains frêles craquèrent au tremblement du pouce. Traître, dont nulle amante ne peut rien attendre de meilleur, le sommeil peut-il si vite s'emparer de toi? As-tu déjà oublié nos escapades dans Subur l'insomniaque et la fenêtre usée par mes ruses nocturnes? Que de fois ai-je fait glisser par là une corde et main à main suis-je descendu pour venir me jeter à ton cou? Souvent, à un carrefour par nous Vénus s'est accomplie, et sous nos poitrines mêlées, nos manteaux réchauffèrent le pavé des rues. Hélas, pacte secret, les paroles mensongères les ont dispersés les vents du sud qui refusaient de les entendre. Pascal Charvet, j'aimerais, pour terminer, qu'on parle de ce fameux poème de la fin, presque, où Cynthia apparaît à la fois morte et ressuscitée. Sublime poème.
Oui, alors là, écoutez, vous ne pouvez pas me faire un plus grand plaisir, parce que nous avions commencé l'émission en parlant précisément, je crois, de ce qui fait ce charme singulier de Properce, c'est que la mort y est apprivoisée. Elle n'est pas vue dans son horreur, elle est vue de manière extrêmement délicate, avec humour, ironie, et en même temps, elle est capable de dépasser, j'allais dire, évidemment, pour le poète, elle est capable d'être dépassée totalement. Et alors là, ce qui est très beau, c'est cette ouverture, mais surtout la fin, je voudrais les donner simplement, les mânes sont une réalité. La mort n'achève pas toute chose, l'ombre livide triomphe et échappe au bûcher. Cynthia en songe m'est apparue, penchée sur mon lit, elle que l'on venait d'enterrer au bord d'une rue bruyante. Le sommeil, après les funérailles de mon amour, sur moi planait, et je pleurais les royaumes glacés de mon lit. Elle avait gardé sa chevelure telle que le jour de son cortège funèbre, et ses yeux tout pareils. Sur le côté, sa robe était brûlée. Le feu avait attaqué l'aigle marine familière à son doigt, et l'eau du l'été rongeait le tour de ses lèvres. Elle respirait et parlait comme une vivante. Mais ses mains frêles craquèrent au tremblement du pouce. C'est-à-dire cette vision, alors c'est Cynthia bien sûr qui apparaît, alors on peut parler évidemment de l'apparition de Patrocle aussi à Achille, mais là c'est tout à fait autre chose et cela va beaucoup plus loin. Et ce qui est étonnant, c'est la fin de ce que lui dit, je crois qu'on n'a jamais été aussi loin, si vous voulez, dans ce désir d'union totale, lorsqu'elle lui dit « Sed tibi nunc mandata damus, si forte moveris, si te non totum chloridos herba tenet. Nutris. Voici maintenant mes volontés. Si je t'aimeuse encore, si les filtres de chloris ne te possèdent pas tout entier, que ma nourrice, Parthénie, en sa tremblante vieillesse, ne manque de rien. Elle l'aurait pu, mais jamais avec toi elle ne fut cupide. Que ma délicieuse latrice, qui tient son nom de son emploi, ne tende pas le miroir à une nouvelle maîtresse. Et tous ces vers que tu as écrits en mon honneur, brûle-les pour moi. Cesse de garder avec toi des louanges qui sont miennes. Plante un lierre sur mon tombeau pour que je le sente avec sa grappe lourde enserrer mes os tendres à sa chevelure enlacée. Là où dort l'agneau fécondant, parmi les vergers des campagnes feuillues, et où, par la faveur d'Hercule, l'ivoire jamais ne jaunit, en pleine colonne, fais graver une épitaphe digne de moi, mais assez brève, pour que la puisse lire le voyageur pressé, venant de Rome. Ici, dans la terre de Tibur, repose Cynthia dorée. À ta rive, Anio, s'ajoute une gloire nouvelle. Donc cette étreinte post-mortem, vous voyez, qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres poèmes parce qu'elle est présente, c'est une de ces, j'allais dire, c'est une des constantes de Properce. C'est que la mort n'abolit pas l'amour. Il reste une étreinte. Il y a même, je dirais, dans le même poème, il y a ce qui est d'une sensualité, mais inouïe. C'est, j'allais dire, le moment où Cynthia, oui, je ne l'ai pas donné, mais, et tous ces vers, ce qu'elle écrit, qui est merveilleux, et tous ces vers que tu as écrits en mon honneur, brûle-les pour moi. Cesse de garder avec toi des louanges qui sont miennes. Plante un lierre sur mon tombeau pour que je le sente avec sa grappe lourde, enserrer mes os tendres à sa chevelure enlacée. Et puis, ça continue avec ce qu'elle lui demande aussi de planter. Bon, ce sont les dernières volontés de Cynthia qui revient pour les lierres. Mais alors, cette idée du lierre, bien, ce qui va, je veux dire, planté par Properce, qui viendra l'enlacer, évidemment, dans le tombeau, sont à chaque fois chez Properce ces allusions précises qui montrent que la vie et la mort, au fond, qu'on peut romantiser aussi, qu'on peut poétiser la mort comme les romantiques allemands l'ont fait. Et là, c'est déjà chez Properce. Du fond de ma calèche, je regardais se lever les étoiles. N'ayez pas peur, Cynthia. Ce n'est que la susurration des roseaux inclinés par notre passage dans leur forêt mobile. J'ai un poignard pour les jaloux et du sang pour toi. Que ce tombeau ne vous cause aucune épouvante, c'est celui d'une femme jadis aimée, comme vous.
Cecilia Metella reposait ici. Le palmier de la villa abandonnée se balance à demi noyé dans l'améthyste et l'azur des clartés phébéennes. Mais toi, pâli par les reflets de la candeur de Diane, ô Cinti, tu es 1000 fois plus gracieuse que ce palmier. Les mânes de Délie, de Lalagé, de Lydie, de Lesbie, d'Olympia, posés sur des corniches ébréchées, balbutient autour de toi des paroles mystérieuses. Tes regards se croisent avec ceux des étoiles et se mêlent à leurs rayons. Mais, Cinti, il n'y a de vrai que le bonheur dont tu peux jouir. Ces constellations si brillantes sur ta tête ne s'harmonisent à tes félicités que par l'illusion d'une perspective trompeuse. Jeune Italienne, le temps fuit. Cinti, ta voix s'affaiblit. Il expire sur tes lèvres le refrain que t'a pris le pêcheur napolitain dans sa barque vélivole, ou le rameur vénitien dans sa gondole légère. Va aux défaillances de ton repos. Je protégerai ton sommeil. François-René de Chateaubriand, journal de Carlsbad à Paris. Nous avons depuis un certain temps, et pour de bonnes raisons probablement, éloigné d'Ancien, c'est-à-dire qu'il fallait le voir absolument autre, différent, pour éviter cette pensée d'un universalisme facile, évidemment. Et ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est vrai que, chemin faisant, traduisant, je me rends compte qu'il ne faut pas refouler le grec et le latin en nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est d'aujourd'hui, je veux dire qu'il ne faut pas se situer dans une actualité, c'est pas cela. Mais c'est qu'il faut le laisser parler, et c'est là vraiment, je dois dire, que Properce, pour moi, quand je suis tombé, vous voyez, j'ai mis cette 4e de couverture de Chateaubriand chantant Cinti, mais ça aurait pu être aussi un poème de Breton, ça aurait pu être, oui, je veux dire que tout au long de l'histoire, Properce a été repris, revisité, a hanté. Bon, il y a les poèmes entiers de Chénier qui sont des décalques de Properce. Mais alors là, on est encore un peu dans l'antique, mais même aujourd'hui, je veux dire, les poètes d'aujourd'hui, que ce soit, enfin, je pense à Brodsky qui s'est nourri de Properce, à Ezra Pound, et combien d'autres, si vous voulez, mais peut-être moins aujourd'hui parce qu'il faut faire le détour par le latin. Enfin, j'espère que ma traduction aidera quand même certains à le retrouver. Mais c'est cela, c'est ce ton unique de Properce. Alors au départ, c'est vrai que j'ai cru que je n'y arriverais pas. Parce que j'ai buté sur la difficulté de le rendre, j'ai essayé, c'est vrai, dans des poèmes, de le rendre en quelque sorte en dizain, c'est-à-dire dans une forme extrêmement concise pour garder la densité de Properce, densité très forte. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'évidemment le sang ne passait pas, que le rythme ne passait pas, parce que à la fois j'en faisais en quelque sorte un bel objet, sans aucun doute, mais qu'il fallait retrouver ce ton, ce rythme. Bon, j'ai eu l'idée évidemment de lier les deux vers du distique en une seule, en quelque sorte, une seule laisse. Voilà. Mais si vous voulez, le travail de traduction m'a amené petit à petit à refouler, à résister au savoir et à essayer de laisser, vous voyez, parler Properce un peu. Oui. Une vie, une œuvre, Properce, une vie, un élégie. Pascal Charvet, Florence Dupont, Paul Veyne, texte lu par Adriana Zancara et Maxence Meffort. Les élégies amoureuses de Properce ont été traduites par Pascal Charvet et publiées aux éditions de l'Imprimerie nationale à l'initiative de Marie-Claude Char.
Prise de son, Didier Sudre, Pierre Monteil, Rémi Fessard. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Une émission de Francesca Isidori et François Connac. Queritis, unde mihi totiens scribantur amores, unde meus veniat mollis in ora liber. Non ec Calliope, non ec mihi cantat Apollo, ingenium nobis ipsa puella facit. Vous me demandez d'où me viennent tant de poèmes amoureux. Pourquoi sur vos lèvres court mon livre tendre? Méchant, ni Calliope ne me les dicte, ni Apollon. La femme que j'aime fait tout mon génie. Sive illam cois fulgentem incedere cogis, octotum ico aveste volumen erit. Seu vidi ad frontem sparsos errare capillos, gaudet laudatis ire superba cos. Veux-tu qu'étincelante elle s'avance dans la soie de Cos? De soie de Cos, je tisserai tout mon livre. Si j'ai vu sur son front flotter ses cheveux défaits, elle va, joyeuse et fière, de l'éloge de sa chevelure. Sive lire Carmen digitis percussit burnis miramur. Si, de ses doigts d'ivoire, elle fait pour la lyre sonner un chant. Du toucher subtil de ses mains agiles, je m'émerveille. Si s'inclinent ses yeux tendres, combattant le sommeil, poète, j'imagine 1000 motifs. Si, la tunique arrachée, elle lutte contre moi, nue. Oui, j'invente alors de longues Iliades. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, d'un rien naît la plus belle des légendes.